calendrier des matchs à l'affiche ce soir. C'était l'Ontario en direct sur RDI. Restez à l'écoute pour les dernières nouvelles nationales et internationales. Ce sera suivi, comme d'habitude, de l'émission L'Ouest en direct. On attend évidemment toujours la conférence de presse de General Motors. Ça devrait avoir lieu vers 15h30. Là-dessus, mesdames et messieurs, au revoir. À demain. Le réseau de l'information, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cette semaine, La Nouvelle Économie accueille le docteur Jean Rochon. Verra-t-on une médecine et des soins de santé transformés bientôt et pour le mieux, ou est-ce que ça va rester comme c'est maintenant? Cette semaine, on conjugue boulot et tante Mado grâce à un service de garde de jour pour personnes âgées. Aussi, le témoignage de Marguerite Lescott, écrivaine octogénaire, à plein les bras avec Dominique La Jeunesse, samedi 21h30. Pour beaucoup de compagnies de fonds mutuels, c'est ici que ça se passe. Mais chez Trimark, nous faisons les choses différemment. Trimark investit dans des compagnies. Et la seule façon de les analyser est de le faire en leur compagnie. Nous parlons à leurs gens, leurs clients et même leurs concurrents. Nous trouvons les placements qui aideront votre argent à fructifier à long terme. Chez Trimark, avant d'investir votre argent, nous investissons notre temps. Fonds mutuel Trimark, mieux placé pour performer. C'est lui qui dit je t'aime. Richard Cochian, l'inspiration à son apogée. Richard Cochian, avec ses chansons, il parle au cœur. Sa voix rauque et puissante est un don du ciel. Parce que Marguerite m'aime. Des mélodies subtiles qui chantent l'amour et la tendresse. Harry loves Mary. Richard Cochian, l'éternel romantique, est un véritable coup de soleil dans l'hiver qui arrive. De l'Épo-Colombie. Richard Cochian, les meilleurs crus de la francophonie. Aujourd'hui pour maintenant. Richard Cochian, un univers de poésie intemporelle, maintenant disponible en CD ou cassette. Bonjour. En Californie, des équipes d'urgence luttent contre des incendies qui font rage depuis ce matin dans un quartier cossu d'Orange County, à 60 km au sud de Los Angeles. Une dizaine de résidences ont été détruites par les flammes. L'incendie, qui avait commencé par un feu de broussailles, s'est rapidement propagé dans les quartiers résidentiels à cause des vents violents et secs qui soufflent sur cette région californienne où il n'a pas plu depuis 6 mois. Les pompiers et des hélicoptères citernes ont travaillé sans relâche aujourd'hui pour tenter de maîtriser ce brasier. À Toronto, les négociateurs poursuivent leurs efforts pour mettre fin à la grève chez General Motors qui en est à sa 19e journée. L'échéance que les deux parties s'étaient fixée pour midi est passée, mais les discussions se poursuivent. Le syndicat doit tenir une conférence de presse dans une demi-heure pour faire le point. D'ores et déjà, il semble toutefois que la question cruciale de la sous-traitance soit réglée. Il y aurait encore plusieurs points en litige aux tables sectorielles. La réunion de tous les chefs syndicaux a été reportée, ce qui serait mauvais signe. Nous diffuserons la conférence de presse du syndicat prévue à 15h30. Une victoire en Ontario pour les Autochtones qui ont occupé le parc provincial d'Ipperwash en septembre 1995. Le tribunal a décidé d'abandonner les accusations qui pesaient contre 20 d'entre eux pour avoir pris possession illégale des lieux. Ces Amérindiens prétendaient qu'ils avaient le droit d'occuper le parc puisqu'il avait été érigé sur un ancien cimetière de leur communauté. Et c'est une correspondance datant de 1937 qui avait été déposée aujourd'hui qui a forcé le tribunal à retirer ces accusations. Les lettres démontrent que le gouvernement ontarien savait que le site du parc Ipperwash était un cimetière autochtone. Les ventes au détail ont enregistré une baisse de 0,4% au mois d'août. Statistique Canada rapporte des ventes de 17 milliards 900 millions.
La baisse a été ressentie surtout dans les magasins d'alimentation et dans les pharmacies, tandis que les ventes automobiles et de mobilier faisaient meilleure figure qu'en juillet. Depuis le début de l'année, donc, les ventes au détail stagnent au Canada. Dans l'affaire Atif Naek, cet homme mort d'une surdose de médicaments en janvier 1993 à l'hôpital Jean Talon de Montréal, maintenant, le médecin qui avait rédigé l'ordonnance sera traduit devant le comité de discipline du Collège des médecins du Québec. Le docteur Ronald Goulet avait prescrit une dose de naroleptique capable 4 fois plus élevée que celle que recommande le fabricant. Le Collège des médecins avait d'abord jugé qu'il s'agissait d'une erreur. Il avait classé le dossier, mais il a reçu depuis de nouvelles informations. Tout récemment, le bureau du Collège a été de plus saisi d'informations nouvelles du coroner en chef, Pierre Morin. Confronté à des versions différentes des mêmes événements et se trouvant dans l'impossibilité de faire lui-même la lumière sur ce qui s'est vraiment passé, le bureau a, dans une optique de transparence, choisi d'utiliser le comité de discipline pour trancher dans ce dossier fort complexe. Rappelons que les infirmières qui ont administré les médicaments à Atif Naek et la pharmacienne de l'hôpital qui avait préparé cette ordonnance avaient été blâmées par leur corporation professionnelle. Des voleurs se sont emparés de près de 200 kilos de plastique explosif à la compagnie Expro de Saint-Timothée près de Valleyfield. Le vol est survenu dans la nuit de vendredi à samedi. Début ce matin à Ottawa des audiences du CRTC sur l'avènement de la concurrence dans la téléphonie locale, un phénomène qui devrait entraîner d'importantes hausses de tarifs pour le service de base. Les grandes compagnies de téléphone au pays veulent mettre un terme à la pratique de l'interfinancement qui consiste à subventionner les bas tarifs locaux à même les revenus de l'interurbain. Le service de base pourrait donc coûter 2 fois plus cher aux usagers que maintenant, ce qui inquiète vivement les associations de consommateurs. Au Pérou, les recherches s'intensifient pour retrouver un avion appartenant à une compagnie canadienne porté disparu depuis vendredi. L'appareil, un Cessna, transportait 3 personnes, dont 2 Canadiens, le pilote et un ingénieur. L'avion appartient à la compagnie Aerodate de Mississauga en Ontario qui se spécialise dans les relevés géologiques. Et coïncidence troublante, un autre appareil de la même compagnie avec 4 Canadiens à bord, dis-je bien, est disparu dans la même région en mai dernier. On n'a jamais retrouvé de traces de cette épave. Au Nicaragua, le candidat libéral Arnold Aleman s'est proclamé vainqueur des élections d'hier. Après le dépouillement de 35% des bulletins de vote, il a 9 points d'avance sur son principal adversaire, l'ancien président sandiniste Daniel Ortega. Mais les sandinistes refusent pour le moment de concéder cette victoire. Jean-Michel Leprince est à Managua. Arnoldo Aleman n'a pas hésité longtemps avant de se proclamer président. Avec seulement 2,5% des scrutins dépouillés qui lui donnaient 50% des suffrages, contre 40% pour les sandinistes, ce qui serait assez plus de 45% pour une victoire au premier tour. À 4h30 du matin, devant ses partisans, il a présenté un discours conciliateur, tendant la main à ses adversaires de tous les partis. Nous devons regarder l'avenir et ne plus nous attarder sur le passé, a-t-il dit. Nous sommes tous les enfants d'une seule patrie, le Nicaragua. Pourtant, Arnoldo Aleman est un ennemi juré des sandinistes. L'ancien maire de Managua, un planteur de café qu'on dit encore lié à la famille de l'ancien dictateur Anastasio Somoza, a connu l'exil sous le régime de Daniel Ortega. Quand, disent ses partisans, les sandinistes retourneront-ils au pouvoir? Jamais, répondent-ils. ¿Saben cuándo los sandinistas volverán al poder? On pouvait le croire, effectivement, à en juger par l'absence d'activité au quartier général sandiniste quelques instants plus tard. Les gens de Daniel Ortega aussi avaient leur sondage et se savaient en arrière. Mais 4 heures plus tard, Daniel Ortega est enfin sorti pour dire qu'il n'était pas d'accord. Il est venu dire aux journalistes qu'il ne concédait pas la victoire et que ses sondages à lui donnaient un point d'avance. Il laissait entendre aussi qu'il pourrait y avoir eu des éléments frauduleux dans l'élection. Jean-Michel Leprince, à Managua. Les négociations de paix israélo-palestiniennes semblent de nouveau dans l'impasse. Au terme d'une navette incessante de 16 jours, le médiateur américain Dennis Ross a décidé de rentrer aux États-Unis. Il est néanmoins prêt à retourner au Moyen-Orient dès que les deux parties auront résolu leurs différends au sujet d'Hébron, en Cisjordanie. Les soldats israéliens auraient dû quitter cette ville en mars, mais le nouveau gouvernement réclame de meilleures garanties de sécurité pour les 400 colons juifs qui y s'y trouvent. Au Zaïre, 78 personnes ont été tuées en 3 jours lors de combats entre les forces armées et des réfugiés d'origine Tutsi dans la région d'Ouvira, dans l'est du pays. Les soldats zaïrois et des bandes armées de Tutsi, originaires du Rwanda, s'affrontent depuis le mois dernier
dans les montagnes qui surplombent les camps de réfugiés Hutus. L'ONU et des organisations humanitaires s'apprêtent à évacuer 54 de leurs travailleurs aujourd'hui. Voici maintenant l'Ouest en direct. Une femme d'affaires devient chef du Parti libéral du Manitoba. Une entreprise autochtone de la Saskatchewan se lance dans le marché de l'interurbain. Un autre pas vers la concrétisation du projet de mine de diamants. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à l'Ouest en direct. Nous recevrons aujourd'hui Armand Bédard, directeur général de la Commission nationale des parents francophones. Il sera question de l'étude de la Commission sur le financement des langues officielles en milieu minoritaire. Mais voici d'abord les informations. C'est une course au leadership extrêmement serrée qui s'est déroulée en fin de semaine au Parti libéral du Manitoba. Le nouveau chef, Jenny Hasselfield, a remporté la victoire avec une majorité de quelques voix seulement. Cette femme d'affaires doit relever le même défi que Sharon Carstairs il y a 10 ans. C'est une question de survie pour les libéraux manitobains, nous dit Marie-Reine Roy. Kevin Lamoureux, 937. Jenny Hasselfield, 958. La surprise est là, même pour Jenny Hasselfield, l'ancienne présidente du Parti libéral du Manitoba, qui devient le nouveau chef. Une victoire extrêmement serrée, 21 voix de majorité. En l'embrassant, l'ancien chef Paul Edwards lui lègue un parti qui n'est plus que l'ombre de celui des années Carstairs. 3 députés et pas de reconnaissance officielle en Chambre. I believe we have demonstrated to the people of Manitoba today that the Liberal Party is not dead. Le Parti libéral n'est pas mort, dit-elle. Madame Hasselfield veut symboliser le renouveau. Et des membres influents du parti y croient. Je pense que c'est un renouveau pour le parti et franchement, on en avait besoin. Il fallait que, je pense qu'on amène des nouvelles personnes dans le parti et je pense que Mme Hasselfield exactement peut faire ça. Le candidat des faits, Kevin Lamoureux, s'empresse de poser un geste de réconciliation au sein de l'équipe libérale. I like to believe I'm a team player and I will continue to be a team player. Même geste symbolique de la part de l'ancienne leader Sharon Carstairs qui appuyait le député Lamoureux. Au lendemain de la fête, elle se rend au palais législatif rencontrer ses élus. Son adversaire devient son principal lieutenant. Madame Hasselfield ne prendra pas le risque d'une élection partielle dans un des comtés de ses 3 députés. Reste que la priorité, c'est de se trouver un 4e député pour redonner à son parti un statut officiel en Chambre. Elle se voit d'abord sur le terrain, où sa tâche est énorme, tout est à rebâtir. Les prochaines élections sont prévues dans 3 ans, en 1999, mais les organisateurs laissent entendre qu'ils veulent une vraie percée aux élections suivantes de 2004. Marie-Reine Roy, à Winnipeg. L'Association canadienne-française de l'Alberta, la CFA, tenait son congrès annuel en fin de semaine à Edmonton. Et on a longuement discuté de la réduction des services français de Radio-Canada dans l'Ouest. La CFA est d'ailleurs l'un des organismes qui s'oppose le plus farouchement à ces coupures. Nous rejoignons là-dessus Denis Martin-Chabot à Edmonton. Bonjour Denis Martin. Oui, bonjour Marc-André. Qu'est-ce qu'on a dit de ces coupures à la Société Radio-Canada au congrès? Bien, en fait, plusieurs choses qui ont été dites, mais tout d'abord, je pense que ça a permis aux gens un peu d'éventer leur frustration vis-à-vis ces annonces de compression massive à la radio et à la télévision de Radio-Canada. Beaucoup de gens ont rappelé l'histoire, c'est-à-dire que les luttes que les francophones ont menées pour obtenir d'une part la radio et d'autre part la télévision. Et pour eux, c'est presque une trahison là, de la part du gouvernement fédéral de permettre que de telles compressions budgétaires soient appliquées à des stations francophones de l'Ouest, les seules stations de radio et de télévision pour ces communautés-là. Que veulent-elles faire maintenant, ces communautés-là? Bien, en fait, ici en Alberta, il y a déjà un programme, il y a déjà une espèce de campagne qui est en cours. On envoie des cartes postales au premier ministre Jean Chrétien pour lui souligner là, que les gens ne sont pas d'accord avec les compressions. On a aussi l'intention à la CFA de poursuivre le gouvernement fédéral en justice et Radio-Canada en justice
pour bris de contrat dans le cadre de CHFA, qui était tout d'abord une station de radio communautaire et qui est devenue une station de Radio-Canada. Et il y avait certaines garanties, selon eux, qui ont été données à la communauté d'un maintien de programmation. Alors, il y aura une poursuite à ce niveau-là et une autre poursuite en justice aussi, en vertu des lois sur les langues officielles, parce qu'on dit que Radio-Canada ne respecte plus les lois sur les langues officielles en coupant ses services. Et là, maintenant, on parle de plus grande stratégie Marc-André. Il y a été question d'organiser des manifestations, l'occupation des bureaux de Radio-Canada, des campagnes pour envoyer des 10 sous à la ministre Sheila Copps, parce qu'on dit que Radio-Canada coûte 10 sous par jour par téléspectateur, par citoyen. Finalement, on a parlé également des relations Québec-Alberta. À ce congrès-là, qu'est-ce qu'on en dit? Bon, c'est un autre atelier. On dit qu'il serait peut-être temps que les communautés francophones de l'Ouest cessent là, de parler des problèmes constitutionnels et cessent de voir la souveraineté du Québec comme une espèce de piège là, et d'essayer d'avoir des relations plus directes avec les gens. Merci beaucoup, Denis Martin. Il n'y a pas de quoi. Une entreprise autochtone de la Saskatchewan se lance à la conquête du marché de l'interurbain. La compagnie File Hills a signé une entente avec AT&T Canada pour offrir ses services. Brigitte Parent a préparé ce reportage. Les tam-tams et les chants traditionnels occupent encore une grande place dans la culture autochtone. Mais aujourd'hui, la communication pour les Autochtones, c'est plus que ça. C'est aussi l'arrivée sur le marché de l'interurbain de File Hills Telecommunications, une compagnie qui appartient à 5 bandes indiennes de la Saskatchewan. Selon le président de File Hills, sa compagnie est la seule à offrir ce type de service aux Premières Nations. The economic opportunity that we provide to the First Nations and their people is something that no other company is currently doing. Le but de cette compagnie est d'offrir aux Autochtones, bien sûr, mais aussi à tous les autres clients intéressés, des rabais sur les interurbains. Déjà, File Hills a signé 60 contrats de service avec des entreprises des Premières Nations de l'Alberta, du Manitoba et de la Saskatchewan. Des négociations sont en cours pour signer des contrats en Ontario et aussi en Colombie-Britannique. Pour offrir ces services, File Hills se servira des installations d'AT&T Canada. Une entente qui permet à File Hills d'offrir ses rabais à la grandeur du pays. Chez SaskTel, on est déçu que File Hills ait signé avec AT&T, une compagnie contrôlée par des intérêts américains. From SaskTel's perspective, we're obviously disappointed that File Hills Telecommunications and that the File Hills First Nation would find it necessary to choose an American carrier, in this case, I guess, AT&T. SaskTel aura donc un concurrent de plus lorsque son monopole prendra fin en novembre. En Saskatchewan, un appel interurbain sur 5 serait fait par les Autochtones. Il est donc à parier que la lutte sera très féroce. Brigitte Parent, à Regina. Toujours en Saskatchewan, un groupe pro-vie de cette province demande aux commissions scolaires de boycotter la campagne des petites boîtes oranges de l'UNICEF. Le regroupement affirme que l'UNICEF fait la promotion de la contraception et de l'avortement dans les pays du tiers-monde. Voici le reportage de Stéphane Leclerc. Est d'une classe d'économie. Elles accompagneront des milliers d'enfants à travers le pays, ces petites boîtes oranges de l'UNICEF. Et derrière cette manière innocente de cueillir des fonds pour l'aide aux enfants du monde, il y en a pour dire que l'UNICEF fait la promotion de la contraception et même de l'avortement. C'est ce que pense le président du groupe Pro-Vie de Prince-Albert. Il recommande aux commissions scolaires de boycotter tous les produits qui servent au financement de l'UNICEF. We are encouraging people not to give to UNICEF campaigns of any kind, not to the orange boxes at Halloween, not to Christmas cards with UNICEF. Et ce message a un certain succès. La commission scolaire catholique de Prince-Albert a décidé de poursuivre la campagne des petites boîtes oranges, mais exigera que l'UNICEF dirige les sommes recueillies vers les projets d'amélioration de la qualité de l'eau. À l'École Valois, on a plutôt décidé de laisser la décision entre les mains des parents. Les familles ou les jeunes qui veulent aller faire la sortie d'Halloween puis qui veulent ramasser des argents, tant qu'à moi, c'est familial. Ils devraient choisir de le faire comme famille. N'empêche que l'UNICEF n'est plus aussi populaire qu'elle l'était il y a quelques années. Et ce genre de rumeurs n'aide pas. Ça fait au moins 3 ans qu'on a très peu de jeunes ou de familles qui demandent pour avoir la boîte de l'UNICEF. Maintenant, si c'est une décision morale, ça, ou si c'est simplement un désintérêt, ou qu'ils veulent placer leurs argent à quelque part d'autre, dans un autre fonds, là, j'ai aucune idée. Mais ça, c'est pas très populaire.
L'UNICEF nie toutes les allégations du groupe Pro-Vie de Prince Albert. L'UNICEF, dit-on, ne fait ni la promotion, ni offre des services ou de l'argent pour la contraception ou l'avortement. L'organisation internationale blâme surtout le manque d'information de l'organisme Pro-Vie. Stéphane Leclerc, à Prince Albert. Depuis un an, en Colombie-Britannique, les médecins sont tenus de prescrire pour certaines maladies, du moins les médicaments les moins coûteux aux patients qui bénéficient du programme d'assurance médicaments. C'est ce qu'on appelle aussi les médicaments génériques. La liste de ces médicaments va s'allonger pour permettre au gouvernement d'économiser un peu plus d'argent. Les explications d'Eugénie Franqueur. Si vous devez prendre des médicaments et êtes âgé de plus de 65 ans, ou si encore vous vivez de l'aide sociale, vous n'avez pas accès à n'importe quel médicament. L'an dernier, Victoria a obligé les médecins à prescrire les médicaments les moins coûteux à ceux qui souffrent d'angines, de troubles digestifs et d'arthrite. En un an, Joy McPhail affirme avoir économisé 23 millions de dollars. The message to patients is that reference-based pricing will not affect your health care, will not affect the services that you receive. Sans compromettre la santé des patients, Victoria veut maintenant sauver 14 millions de dollars en limitant l'accès aux médicaments qui contrôlent l'hypertension. Une mesure qui risque d'obliger 100 000 patients à changer de médicament. Comme on pouvait s'y attendre, cette annonce ne fait pas le bonheur des compagnies pharmaceutiques. Non seulement ça diminue l'argent disponible pour la recherche, disent-elles, en plus, c'est loin d'être prouvé qu'il y a des économies à faire. L'Association des médecins de la province partage cet avis. L'argent que Victoria épargne d'un côté, dit ce médecin, elle le redonne de l'autre, car depuis la mise en place de la liste de référence de médicaments, certains patients viennent le voir 2, 3, 4 ou même 5 fois plus souvent. Des patients qui veulent se faire rassurer et comprendre leurs nouveaux médicaments. To allay the anxiety, to explain it to them, and then to nurture them through the period when they're being put onto a new drug. À court ou à moyen terme, ce médecin ne croit pas aux économies annoncées par Victoria. Il reproche au gouvernement, tout comme les compagnies pharmaceutiques, de ne pas être suffisamment consulté et qu'il y a bien d'autres solutions pour sauver bien plus d'argent. Eugénie Franqueur, à Vancouver. Le projet de mine de diamants dans les territoires du Nord-Ouest, en fait la toute première mine de diamants au pays, vient de franchir une étape cruciale. Une entente a été conclue entre le promoteur du projet, la compagnie BHP Diamonds, et le gouvernement des territoires. En vertu de cet accord, la mine devra embaucher prioritairement des gens de la région. Les 2 tiers des employés devront être originaires du Nord, dont la moitié des Autochtones. L'entente sera soumise à l'approbation du gouvernement fédéral. Le projet, qui doit voir le jour à 300 km au nord-est de Yellowknife, représente des investissements de 860 millions de dollars. Un chimiste de la Saskatchewan dit qu'il a mis au point un nouveau procédé pour faciliter l'extraction de l'or. L'inventeur a demandé un brevet pour son procédé qui reste ultra secret. Malgré tout, Sébastien Partiquian a rencontré ce chercheur. Ça ne paraît peut-être pas, mais dans ce modeste cabanon, une grande révolution est peut-être en train de se produire. Ce chimiste dit avoir trouvé un moyen économique et révolutionnaire pour extraire de l'or à partir de minerais. You can not only recover the free gold, what we call free gold, but also a complex, chemically complex gold for more, which nobody else could accomplish before. La méthode semble assez simple. On procède d'abord à la pulvérisation des roches. Ensuite, on fait tremper la poudre qui en résulte pendant quelques heures dans cette solution chimique. Le résultat est surprenant. À partir de cette quantité de minerais pulvérisés, on met à jour quelques milligrammes d'or. On a bien voulu savoir ce que contenait cette solution aux propriétés étonnantes, mais le chimiste n'est pas sur le point de dévoiler ses secrets. That is a proprietary item which I can't disclose at this time. He's a guy that you can really trust. À Esterhazy, on fait confiance à Don Lost. Cet homme a investi 40 000 $ pour permettre aux chimistes de faire ses recherches. Et en bout de ligne, l'attrait de l'or risque d'être payant, puisque selon lui, son investissement se serait multiplié par 10 au cours des 3 dernières années. Bref, tout marche comme prévu. Hopefully that was all the idea of it, is putting some little bit of money in there and maybe things will happen like that. Mais le principal intéressé dans cette histoire affirme être bien au-dessus de ses considérations financières. En fait, selon lui, l'or n'est qu'un métal parmi tant d'autres.
To me, the passion is not the goal. The passion is in doing what nobody else has been able to achieve. That's my passion. Pour ce chimiste, la vraie passion, c'est d'arriver à faire ce que personne d'autre n'a fait. Sébastien Partiquian à Esterhazy. On va s'arrêter là-dessus et puis à notre retour, nous allons faire la tournée de l'Ouest. Ce soir, à Maisonneuve à l'écoute, le pari gagné par Hydro-Québec, celui de Churchill Falls, avec des acteurs du temps, Robert Boyd, ancien PDG d'Hydro, et Georges Lafont, son ancien trésorier. Dans la semaine du 26 octobre 1974, les pompiers de Montréal déclenchent une grève générale. Et dans la même semaine, en 1982, René Lévesque inaugure la plus grande œuvre du génie québécois, le barrage LG2. Un autre tour, un dernier, promis. Bien sûr. Voici l'Acura 1,6 EL. Patientez. Encore 2 minutes. Mon Dieu. Acura, une vision qui inspire un élan de passion. Voici maintenant notre tournée de l'Ouest. Le premier ministre de la Saskatchewan vient d'annoncer la tenue d'élections partielles. Maude Beaulieu est là pour nous en parler, pour en discuter. Bonjour Maude. Bonjour Marc-André. Alors à quoi peut-on s'attendre dans cette élection partielle? Bon, du côté du candidat libéral, pour lui, ce qui est important dans cette élection, c'est de soulever les problèmes associés à la réforme de santé. Le candidat conservateur, lui, qui est un homme d'affaires, pense plutôt que l'enjeu principal devrait être la taxe de vente provinciale, parce qu'on sait que North Battleford est situé à peine à une centaine de kilomètres de la frontière albertaine, où il n'y a pas de taxe de vente provinciale, donc ça place les entrepreneurs locaux dans une position concurrentielle difficile. Quant au candidat néo-démocrate qui représente le parti au pouvoir, on ne sait pas trop ce que lui va prôner, mais relativement aux deux questions que vont soulever ses adversaires, lui, il dit que si on lui parle de taxe de vente provinciale, il va référer la question à la ministre des Finances. Et quant à la crise dans le système de santé, lui pense qu'il n'y a pas vraiment de crise, mais plutôt perception d'une crise et que c'est pas vraiment la même chose et qu'il faut expliquer la différence. Il faut dire, Marc-André, que depuis qu'il a été élu en 1991, le gouvernement néo-démocrate n'a jamais réussi à faire élire un de ses candidats dans une élection complémentaire, ce qui pourrait varier cette fois-ci puisque c'est un candidat à tendance néo-démocrate au provincial et au fédéral depuis très longtemps. Si on parlait de santé, rapidement, on veut séparer un vieux couple, l'homme et la femme, dans des foyers séparés. Pourquoi? Bien, parce qu'il n'y a tout simplement pas de place dans là où ils habitent, à North Battleford, encore une fois. Même si ça fait 22 ans qu'ils sont inscrits sur une liste d'attente, on a voulu les séparer. À ce moment-là, leur fille, qui habite en Caroline du Nord, aux États-Unis, a fait des démarches pour obtenir des soins à domicile, ou à tout le moins, mais ses parents réclament tellement de soins que les travailleurs étaient épuisés, donc rentraient en retard le matin ou pas du tout. Finalement, on a trouvé une solution intérimaire qui est de les placer dans un centre à l'extérieur de la ville, ensemble, mais pour 2 mois seulement. Ensuite, on ne sait pas encore ce qui va se passer. Merci beaucoup, Maude. Au revoir. Les libéraux du Manitoba ont un nouveau chef, on l'a vu tout à l'heure aux nouvelles. On va maintenant en parler avec Suzanne Drouet. Bonjour Suzanne. Bonjour. Alors le quotidien, le Free Press, consacre un éditorial à Jeannie Hasselfield. Oui, on dit que Mme Hasselfield a la personnalité qu'il faut là, pour raviver le parti et rallier ses membres en vue des prochaines élections, mais que le défi est énorme. Mme Hasselfield devra tenir bon devant les libéraux fédéraux, être prête même à contrer certaines de leurs politiques. On la compare beaucoup dans l'éditorial à une de ses prédécesseurs, Mme Sharon Carstairs, mais elle n'a certainement pas l'expérience de Mme Carstairs en ce moment. Elle n'a essentiellement aucune expérience dans l'arène politique et elle est dynamique, mais ça ne va pas suffire. Il faut absolument, en ce moment, que Mme Hasselfield fasse connaître le plus vite possible sa position sur de gros dossiers, ceux de la santé, par exemple, l'éducation, les taxes, le budget, etc. Et il serait peut-être important que les libéraux aussi s'accaparent de certains dossiers à la législature pour se distinguer de nouveau, justement, à la législature. C'est de cette façon-là, selon l'éditorial, que les gens vont de nouveau s'identifier au parti et adhérer même aux politiques du Parti libéral.
Il y a une histoire bizarre qui s'est produite là, à une clinique. Il y a un médecin qui a refusé de traiter un petit bébé. Pourquoi? Bien, c'est un homme qui s'est présenté justement à une clinique sans rendez-vous avec un bébé de 7 semaines. Et les médecins de la clinique ont dit qu'ils refusaient de traiter des enfants âgés de moins d'1 an. Les médecins disent que c'est leur politique, que premièrement, ils ne sont pas intéressés à traiter des enfants qui sont de jeunes bébés et qu'ils n'ont pas l'expertise non plus pour le faire, pour faire un examen comme il le faut. Pourtant, le président du chapitre manitobain du Collège des médecins du Canada, lui, soutient que n'importe quel médecin qui est dans le vent, qui pratique en ce moment son métier, devrait être en mesure au moins de faire une évaluation préliminaire pour ensuite référer cet enfant-là à quelqu'un d'autre. Alors, c'est un cas assez intéressant. Merci beaucoup, Suzanne. À demain. En Alberta, la fièvre électorale s'empare maintenant de la capitale, Edmonton. Pascal Brignel suit toute cette fébrilité. Bonjour, Pascal. Bonjour, Marc-André. Alors, les conservateurs ont choisi leur candidat, ou presque tous leurs candidats à Edmonton maintenant. Oui, en fait, ils en ont choisi 7 samedi dernier. Ça porte là à 13 sur 19 le nombre de candidats choisis dans la capitale. Si on retourne un petit peu en arrière ou aux dernières élections en 1993 dans la province, ça a voté très, très massivement conservateur, à l'exception d'Edmonton où tous les députés élus à ce moment-là étaient libéraux. Maintenant, il y en a qui regardent l'équipe de candidats là, qui sont choisis jusqu'ici, comme le politicologue Alan Tupper, par exemple, et qui voient qu'il y a du potentiel, il y a de la diversité dans ça, et qui prévoient là, que les conservateurs vont mener une chaude lutte aux libéraux. La police de Calgary veut revoir ses relations avec la communauté noire. Pouvez-vous nous expliquer un peu les circonstances? Oui, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques semaines, il y a eu une bagarre de jeunes qui a dégénéré. À un certain moment, il y avait jusqu'à 200 jeunes d'attroupés dans une station de métro pour regarder ça. Ça tiraillait un peu. La police est intervenue pour essayer de ramener le calme. Et il y a un certain nombre de jeunes impliqués et de leurs parents qui ont trouvé qu'il y avait eu l'usage de force excessive pour ramener la paix. Alors hier, il y avait une rencontre entre des parents de ces adolescents-là et la police de Calgary pour essayer de trouver des solutions. Et une des choses qui est ressortie, une des choses concrètes, c'est de mettre sur pied un comité pour essayer d'améliorer les relations entre la communauté noire et la police de Calgary, parce que certains de ces jeunes, là pas tous, mais certains sont de race noire. Merci beaucoup, Pascal. Au revoir. En Colombie-Britannique, on est toujours dans l'impasse pour ce qui est de la route d'accès au centre de ski Apex. Pierre Martineau va nous donner quelques explications là-dessus. Bonjour, Pierre. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui se passe au juste maintenant dans cette affaire? Qu'est-ce qui se passe? Ce week-end, on a négocié à 4 entre les Indiens de la bande Penticton, le contracteur routier qui s'occupe de l'entretien de la Green Mountain Road, la Gendarmerie royale du Canada et les autorités provinciales pour essayer de dénouer l'impasse. On sait que la route qui va au centre de ski Apex passe par la réserve indienne. Les Indiens disent « c'est à nous, on fait ce qu'on veut ». La province a obtenu des injonctions interdisant aux Indiens de la bloquer. Enfin, on est plus ou moins dans l'impasse. On s'est rencontrés à 4 ce week-end. Ça semble pas avoir donné grand-chose. Ce qu'on sait, c'est qu'à 2 heures cet après-midi, 14 heures, heure de Vancouver, les Indiens doivent se réunir pour savoir ce qu'ils font avec tout ça. Le premier ministre Clark va maintenant défendre son gouvernement à la télévision. Oui, effectivement. Le mardi 29 octobre, Glenn Clark parle à son peuple depuis BCTV pour essayer de redorer son blason après toute la controverse autour du budget. Le premier ministre va tenter de convaincre la population qu'il n'a pas menti, mais qu'il a été peut-être un peu imprudent et un peu optimiste. Les lecteurs du Vancouver Sun semblent aimer tous les candidats burlesques à vos élections municipales. Ils les défendent. Ils les défendent plus ou moins. Je vous donne quelques-unes des idées qui sont exprimées. On en veut au maire Owen, dont on dit qu'il a peur de ne pas être élu. C'est pourquoi il en veut au candidat rigolo. On s'objecte à limiter la participation de qui il veut bien à devenir un candidat à la mairie. Et on se demande comment est-ce que le maire qui est candidat peut décider qui est sérieux et qui n'est pas sérieux. Alors, c'est 1-0 pour les rigolos.